Bienvenue sur les podcasts de l'antre de l'archiviste bordélique. Premier épisode aujourd'hui, les échos du passé. C'était en 1989 et Noël approchait. À l'époque, directeur de publication du fanzine Miroir Nocturne, j'interviewais par cassette interposée Christian Descamps, chanteur et créateur du groupe Ange. À l'occasion de la sortie prochaine de son album solo Christian Descamps et Fils, juste une ligne bleue. Et c'est cette interview dématérialisée que je vous propose. N'hésitez pas à réagir sur la chaîne. Bonne écoute. Salut à toi au Miroir Nocturne, ici Christian Descamps, désolé du retard, je réponds sur cassette, c'est plus rapide, c'est plus facile pour moi. Je définis la ligne conductrice du groupe, c'est tout simple, ça se définit pas, parce que c'est le pur hasard, c'est l'inconscient qui a fait qu'une bande de copains en septembre 69 s'est réunie, dont mon frère d'ailleurs, pour composer la fantastique épopée du général Machin, une œuvre satire antimilitariste. Et j'espère que ça va porter ses fruits 20 ans après, parce qu'on pense, il paraît qu'ils vont réduire le service militaire. Mais c'était pas vraiment la ligne conductrice. En fait, on n'a jamais su pourquoi on faisait ça. C'est surtout, on peut expliquer une passion qui nous a conduit à en faire un métier. Parce que tant qu'on est inconscient, c'est la passion qui prime. Et après, quand on a réussi, il y a le métier plus la passion. Et c'est en fait une envie de faire un théâtre audiovisuel, une musique climatique, de faire partager des frissons, des harmonies, des accords et des mots qui viennent du plus profond de nos êtres, les uns comme les autres, et d'ailleurs que ce soit les anciens ou les nouveaux musiciens du groupe. Je pense qu'il faut retenir la qualité première de Ange, c'est la passion de la scène et de la musique en général et des climats. Voilà. Alors les inédits, on peut parler des inédits. C'est vrai que à l'époque, notre manager a voulu se faire pas mal d'argent en revendant des vieilles bandes enregistrées avec des micros ambiants. On n'était pas d'accord pour en faire un double album, on appelle ça 70-71. C'est pas bon de qualité, c'est surtout pour les collectionneurs. Mais on a refusé carrément de sortir ce disque au prix fort. Ils l'ont fait, alors on a refusé de recevoir les royalties concernant ce disque. On trouvait ça très malhonnête et on le dit trop haut. Voilà, j'ai un chat dans la gorge. Cimetière des Arlequins, c'était un grand moment, je crois que c'est la scène, c'est surtout ce qui se passait sur scène qui a fait passer l'ambiance de ce disque formidable, plein de climats étranges, l'époque, on peut dire, mystique et mythique du groupe. Et pour moi, ça reste le plus grand souvenir scénique de la carrière de Ange. Guet-apens, c'est au moment où Reservoir et As sont partis, on s'est retrouvés, à la recherche de remplaçants. On a fait le bon choix en ce qui concerne Claude Demet, puisqu'à l'époque, ce musicien, ce guitariste, très influencé par ce qui est blues et jazz, nous a beaucoup apporté dans les titres comme Captain Cœur de Miel, Réveille-toi, Un trou dans la case, à Colin Maillard. C'est une époque où on s'est retrouvés comme ça, sans Réservoir et As, et ça nous a quand même fait un coup. Parce que c'est peut-être pour cette raison qu'inconsciemment, j'ai appelé cet album une guet-apens, parce que c'était un coup derrière la tête en 78, au seuil des années 80, et j'avais prévu ça faisait 2 ans, depuis 76, que j'avais prévu qu'il y aura un changement énorme dans la musique, et, avec l'avènement de la punk music, de la new wave. Et c'est à cette époque que Ange, avec Ange, on pressait le citron. Guet-apens, c'était 78, 79. Et
les managements confondus passaient le citron parce qu'ils sentaient que l'âge d'or était en train de se terminer. Voilà, c'est pas très facile de parler tout seul comme ça devant un magnéto, alors je cherche mes mots. Vue d'un chien, la gare de Troyes, à toi de voir si tu veux parler de l'expérience théâtre-musique. Bon, j'en ai déjà parlé, et moi c'est essentiel, c'est même important pour moi le théâtre. Et la gare de Troyes m'a permis justement d'exploiter une grande fresque théâtrale avec le Grenier de Bourgogne en 83, une création. Et on dit en France, on manque de créateurs, mais je le dis tout haut, nous sommes des créateurs de musique française, au cas où les ministres successifs de la culture ne s'en seraient pas aperçus. Eh bien, on est là, toujours là, et bien là, obstiné et irréductible. Et la gare de Troyes fait partie également d'un de mes plus grands souvenirs de scène, avec 33 comédiens, un funambule qui part rechercher une planète bleue à l'autre bout de la salle en passant au-dessus du public. Un souvenir inoubliable. Vue d'un chien, en 80, toute l'époque, le virage d'Ange, la reprise avec Robert Defer à la guitare, qui nous a beaucoup apporté en ce qui concerne la façon hard d'aborder les choses. Car dans Ange, il y a toujours eu du hard, un peu du hard symphonique. Je pense qu'Ange est un groupe très éclectique qui a su mélanger et qui sait mélanger encore toutes les tendances musicales qui sont bénéfiques à l'oreille humaine. C'est pas prétentieux, c'est simplement une constatation. Vue d'un chien, c'est toute la période art symphonique, avec des choses comme les temps modernes. Et puis mon envie de me rapprocher du cinéma, parce que c'était vraiment intéressant de parler de Charlie Chaplin. Justement à l'époque, on avait, une année avant, on avait profané sa tombe en Suisse. Et j'ai trouvé ça absolument écœurant et dégueulasse. Et c'est pour cette raison que j'ai écrit les temps modernes. On passe à Fou, Tout feu, tout flamme. Fou, une grande expérience scénique également, puisque j'ai trouvé à l'époque d'ailleurs que la démocratie telle qu'elle était vue par la République, elle commençait à s'encrouter, elle tombait en guenilles. Alors j'ai imaginé un fou, un royaliste, un roi des fous qui viendrait sur l'hexagone, sur la planète France, et qui viendrait faire l'amour à cette Marianne en guenilles. Et c'est ce qui se passe justement à la fin du spectacle. Les fous demandent un roi. On demandait un roi. Je crois que maintenant, certains, sans parler de politique, toute tendance politique et religieuse mis à part, y a un roi. De toute façon, la République n'est qu'une mascarade de la royauté. C'est évident. Fou. Mais après Fou, je tiens à préciser quand même, c'est pas dans la question, qu'il y a eu Egna. Egna, c'est un album d'un Fou et Egna sont sortis chez Tréma. Après 10 ans de bons et loyaux services chez Phonogram, en 84, nous avons quitté Phonogram pour aller chez Tréma. On a sorti donc l'album Fou et Egna, qui a eu très peu de promos, qui va ressortir en compact, ainsi que Fou. Tout feu, tout flamme, c'est la reprise. Bon, mon frère et moi, on a un gros chagrin en 86, puisqu'on a perdu notre père, et quand on perd le papa, eh bien, ça fait plus drôle, c'est quelque chose, il nous apprend ce que c'est que de partir. Et je crois que pour nous, c'est tout feu, tout flamme, ça nous a rappelé justement le premier 45 tours et toute cette jeunesse à l'époque où il était plutôt dubitatif face à ce métier. Et c'est pour cette raison qu'on a dédié l'album à Monsieur Descampers. Alors mon album solo très personnel, oui, Le Mal d'Adam, c'est Christian Descamps et Fils. Le premier est sorti, donc il est sorti en 79 avec une bande de copains. Et je récidive en 90, puisque je suis en train de le faire en ce moment. Il s'appellera Juste une ligne bleue, puisque j'habite en face la ligne bleue des Vosges. Et là, je
je l'aborde le nouvel album, le deuxième album de Christian Descamps et Fils. Je l'aborde différemment, et d'une parce que j'ai mon fils réellement qui a composé une chanson et qui chante sur cet album. Et puis j'invite toujours une bande de copains, mais à la seule différence que je me suis fait installer un studio mobile dans ma ferme, et je peux travailler à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Et donc j'installe les titres, et il y a pas mal de titres que je réalise seul d'ailleurs. Autrement, quand j'ai besoin d'un petit coup de guitare, j'ai assez de copains guitaristes ou chanteurs, chanteuses, enfin, j'ai assez d'amis qui viendront s'inscrire au menu Christian Descamps et Fils, donc deuxième album. Juste une ligne bleue. Je fais déjà de la pub. Comment était venue la chanson? Est-ce le grand Jacques Brel qui t'a influencé? Oui, en partie. Jacques Brel m'a influencé par sa force. J'ai toujours regretté que Jacques Brel n'ait pas un groupe de rock qui l'accompagne, d'ailleurs. J'ai toujours trouvé désuet les arrangements et l'accompagnement derrière la telle force du grand Jacques. Et c'est pour cette raison peut-être que j'ai voulu chanter ces gens-là et des titres de Brel. Mais il y a aussi d'autres personnages qui m'ont influencé dans la vie. Je vais parler de Roger Chapman, qui est le chanteur de Family et qui officie de temps à autre sur les albums de Michael Field. Et qui a fait pas mal de dégâts, je veux dire, au sens positif, parce que c'est un chanteur absolument, on peut dire, tripal. Voilà, on pourrait pas tribal, mais tripal. Il sort toutes ses tripes, il les déballe sur le bord de la scène, et c'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis j'ai vieux amis, le Moody Blues, le King Crimson et les Beatles, qui je crois m'ont beaucoup influencé ce qui concerne la composition et même le climat, l'ambiance et l'écriture. Est-ce que la chanson est un support original au texte, ou bien un art à part entière? Je pense qu'il faut, là je suis pour en ce moment l'abolition des étiquettes. Je voudrais qu'on abolisse complètement ce qu'on appelle les étiquettes. Ah oui, tes chansons françaises, t'es comment? T'es rock si, t'es rock symphonique, t'es rockabilly, voilà. Moi je pense qu'il y a une musique, il y a une musique, c'est pas moi qui ai inventé ça, il y a la bonne et la mauvaise. Une chanson, c'est quand il y a des textes et puis que c'est chanté, il n'y a pas de problème. Et puis la musique, eh ben, c'est autre chose, on peut faire passer par un instrument ce qu'on ne peut pas écrire avec des mots. Mais c'est un art, de toute façon, le rock, la rock musique, qu'on appelle ça, moi j'appelle ça la rock musique, c'est ce qui englobe toutes les formes de rock qui ont révolutionné la musique. C'est un art à part entière. Et c'est même plus que ça, je crois que ça, c'est un tremplin vers l'infini. Voilà, ça paraît prétentieux, mais tant pis. La scène, le spectacle, est-ce un prolongement du disque, un passage? Bien sûr, c'est même pas un prolongement du disque. Non, pour Ange, je crois que c'est le contraire. C'est la scène qui a propulsé le groupe, et le disque, je considère un peu comme la carte postale souvenir que l'on emmène ou que l'on envoie à des amis ou à ses parents. Comment conçois-tu l'esthétisme de la scène? T'occupes-tu de la mise en... Ah oui, alors là, complètement, à part entière, je m'occupe de A à Z de ce qui se passe sur scène, des lumières en passant par le son, et bon, surtout la mise en scène. Ça, c'est mon grand truc. Enfin, j'adore faire des conduites, écrire des conduites, suivre les répétitions, discuter avec les techniciens. C'est mon grand truc. Alors, j'ai un grand thème de prédilection, c'est la vie, de toute façon. C'est mon thème favori, j'en parle. Et d'ailleurs, Ange, c'est ça, c'est le plus, c'est le moins, c'est la promenade entre l'amour, la haine, l'agression et la tendresse. Et parce que ça existe, et puis on a envie d'écrire les choses qui existent, et c'est un peu ça, quand on voit la folie dans le cimetière des Arlequins, par exemple, les portes qui s'ouvrent sur le chemin fantastique, l'inconnu de la mort, le côté qu'est-ce qu'on va rencontrer, un peu ces tableaux de Jérôme Bosch qui sont qui m'ont très inspiré à écrire le cimetière des Arlequins. La vie, c'est aussi que son côté négatif, la mort, et c'est extraordinaire de ne pas se rendre compte, de ne pas pouvoir prévoir sa naissance, et de ne pas pouvoir prévoir sa mort. Je veux dire, c'est quelque chose d'extraordinaire.
Alors, l'aspect humain par rapport à la high technique musicale, ouais. Moi, je crois qu'il faut faire comme Phil Collins. C'est un maître en la matière. Je crois que c'est le maître à tout. Pas mal de musiciens en France. C'est de pouvoir allier l'analogique et le numérique. C'est ce que je fais également en ce moment sur mon album. C'est important parce que tout l'analogique, c'est le moelleux de la vie, c'est plus palpable, c'est plus boum boum. Il y a plus de force, je veux dire, et de vie que dans le numérique. Mais le numérique a ça de charmant, c'est que c'est très... Quand on veut du claquant, quand on veut un son sans faille, parfait, une reproduction exacte, le numérique nous l'apporte. Et c'est justement le mariage du numérique et de l'analogique qui fait que la musique devient intéressante. Pour moi, alors la poésie, on va passer à la poésie. Eh bien, ce qu'elle représente pour moi, c'est d'abord une évasion. Et rien qu'une évasion. Voilà. Ça doit être une évasion. On l'a défini comme, ça rase et ça barbe pas mal de gens. Mais chacun peut se faire le cinéma qu'il veut en lisant un poème de Rimbaud, enfin, peu importe ou de Verlaine, puisque c'est les célèbres duettistes de la poésie. Rimbaud et Verlaine, et comment dirais-je, on trouve chacun a sa caméra, son ordinateur, c'est-à-dire le cerveau, qui s'adapte entre les lignes ou dans les lignes de ces poètes, et c'est ça qu'elle a de bien, qu'elle a de spécifique, c'est qu'elle est complètement ouverte, contrairement à ce qu'on en fait dans l'enseignement. Je veux dire, dans l'enseignement, il y a une vision très, on peut dire, très professeur. J'appellerais ça j'ai perdu complètement le mot. C'est pas grave, ça va me revenir. Enfin, on peut dire, un prof vous apprend la poésie telle qu'il la conçoit, telle qu'il la voit, mais un gamin, alors ça emmerde particulièrement les élèves, parce que ils n'ont pas envie, ils s'emmerdent. Qu'a voulu dire Rimbaud, voilà, on ne sait même rien, parce qu'il a voulu dire Rimbaud. De toute façon, quand on écrit un poème, on ne sait même pas ce qu'on va dire. On l'écrit parce qu'on ressent les choses, parce qu'il vient, je me lève pas le matin en disant, je vais écrire un poème. Non, les mots viennent comme ça dans la tête. Ça vient, ça ne se travaille pas. Il y a des poètes, puis il y a les autres, ceux qui lisent la poésie, puis ceux qui n'aiment pas. Mais je crois que l'enseignement en général, qui est d'ailleurs très attardé en France, parce que déjà à mon époque, on emmerdait les littéraires encore avec les maths jusqu'en seconde, et ça n'a pas changé. Je veux dire, enfin ça c'est à part, je veux dire que la poésie est mal perçue. Pourquoi ? Parce qu'elle est mal distribuée, parce qu'elle est mal présentée à l'école, et c'est pour ça qu'elle est à côté des pompes. C'est comme le jazz en musique. Pareil, c'est mal. Il y a trop. Il y a une élite. Si tu n'aimes pas un tel ou un tel, t'es le roi des ringards, etc., etc. C'est ce côté-là que je voudrais abolir. J'en reviens à cette abolition des étiquettes. Enfin, c'est un peu pêle-mêle, cette interview. Je pars dans tous les sens, mais j'essaierai de rassembler les mots. Plus c'est le matin, puis je dois vous dire que j'ai terminé très tôt ce matin en studio. Alors, bref, passons. Dans le dernier album, tu dis, je me résume en un clin d'œil. Attention, je rectifie, c'est je me résume entre un clin d'œil et une étoile, un pied coincé dans l'infini, peine capitale. Alors, tu me demandes, est-ce autobiographique ou prêtes-tu ces sentiments à tous les créateurs qui souffrent pour... Je ne souffre jamais pour engendrer mes œuvres. Je ne souffre pas. Donc, je trouve que... Non, c'est plutôt un constat. Je me résume entre un clin d'œil et une étoile. C'est-à-dire, on va de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Enfin, je ne veux pas faire un cours parce que je deviendrai professeur. Là, c'est pas le but. Un pied coincé dans l'infini, peine capitale. C'est sûr qu'on est complètement coincé dans le mystère de la vie et qu'on est entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. En fait, c'est une formule à moi pour définir la situation de l'être humain depuis des siècles et jusqu'à l'éternité. Alors, pourquoi ? Je l'ai expliqué pourquoi. Selon toi, la poésie n'était pas lue.
simplement parce qu'elle est mal perçue, parce qu'elle a été mal diffusée, mal enseignée. C'est tout. Alors j'étais sur un projet en 85, un projet littéraire, non, ça date même de plus en avant, ça date de 77, j'avais commencé de mieux en pis, et j'ai jamais terminé ce bouquin, que je pense quand même terminer en l'hiver 90-91 pour l'éditer en 91. Mais en attendant, j'ai sorti quand même un roman cette année qui s'appelle Sève qui peut, donc d'où a été tiré le dernier album d'Orange et le ballet du même nom. Sève qui peut, c'est un roman d'une centaine de pages que j'ai écrit pour la circonstance et qui raconte l'histoire des Phrygiens, des princes Henri et des crucifères. Et ça, je vous conseille vivement de le lire, de faire partager à vos amis, parce que j'en suis fier et je suis très content d'avoir écrit ce bouquin. Et voilà, très heureux, et je vais continuer parce que ça m'a donné du courage. Et je pense terminer ce De mieux en pis, ce livre que j'avais commencé en 77. Je pense le terminer donc l'hiver prochain. Ensuite, j'ai écrit aussi Rien qu'une poignée d'images, c'est un bouquin de poésie qui est sorti en 77. Voilà, j'en suis à deux bouquins. Alors, as-tu des messages à faire passer? Alors, déjà, Ange n'est pas un groupe à message. On pense que c'est un peu comme dans la poésie. Chaque fan, chaque spectateur prend ou laisse ce qu'il a envie de prendre et de laisser. Alors, ou des idées pour lesquelles je voudrais militer, je milite pour la vie. Et pour la vie en général, avec toute tendance politique ou religieuse. Et au-delà de ces tendances, il y a une clé, comme je le dis dans le disque et dans le livre, l'amour. Mais pas l'amour galvaudé par le genre hippie, baba cool, les fleurs dans les cheveux et tout ça. Non, l'amour, c'est quelque chose qui a du plus et du moins, comme tout ce qui existe sur cette planète. Et on n'est pas là, oh l'amour, ça y est, c'est parti dans le miel. Non, c'est justement, ça rejoint mon abolition des étiquettes, ça rejoint tout ça. Je peux être un jour très positif en amour, un autre jour je serai négatif. Quel est le négatif de l'amour? C'est la haine. Je pourrais haïr quelqu'un parce que j'aurais justement des raisons, ou cette personne m'aura procuré des raisons pour que je la haïsse. Hein, comme c'est beau. Bon, qu'est-ce que l'artiste était toujours en retrait par rapport à la société, parce que névrosé, solitaire, encore beaucoup trop émotif, et encore par narcissisme. Oui, on est très content quand on a trouvé quelque chose, quand on a écrit quelque chose, et que ça me procure des frissons, parce que je suis très heureux d'avoir écrit une belle phrase ou une belle chanson, et ça me procure beaucoup de satisfaction. Je pense pas qu'on puisse appeler ça du narcissisme. Quant à être névrosé, solitaire, je suis solitaire, mais pas névrosé. Je suis anxieux, surtout quand je vois arriver mes relevés de banque. À part ça, je suis jamais vraiment anxieux. Émotif, oui, je le suis. Parce que des choses de la vie, au cinéma par exemple, ou au théâtre, quelque chose qui passe bien, qui est bien joué, qui est chargé de sentiments et de vérité et de tripes, ça me plaît beaucoup. Alors donc je suis un émotif solitaire et pas narcissique. Narcissiste. Peux-tu nous parler de tes rapports avec le théâtre? Oui, alors là je suis en plein dedans, parce qu'à partir de janvier, je fais partie d'une création, c'est le Théâtre du Nain Jaune, que dirige et met en scène Bruno Nion, qui est donc la voix du chêne sur Sève qui peut. Et Bruno m'a demandé, c'était un échange de bons procédés, il m'a dit, est-ce que tu veux faire du théâtre, est-ce que tu veux faire tes débuts de comédien dans une pièce de Friedrich Dürrenmatt, qui est un auteur suisse-allemand, et bien évidemment traduit en français, qui s'appelle Play Strindberg. Ce Dürrenmatt s'est inspiré justement d'Auguste Strindberg, qui avait créé La Danse de mort en 1900. Et c'est une pièce à 3 personnages absolument cyniques, cruels, de l'humour cruel. C'est un vieux couple qui fout à la gueule tout son passé
toute la vie. Et le cousin qui arrive et dont je joue le rôle du cousin, qui s'appelle Kurt, et qui arrive dans leur vie pour faire ce constat d'échec et pour jeter de l'huile sur le feu, je veux dire. Et ça va être créé donc dans la ville, pas vraiment où j'habite, mais dans la ville la plus proche de chez moi, c'est-à-dire à Luxeuil-les-Bains, petite ville de province. Et on va la trimballer un peu partout en France, en Pologne, en Suisse. Et je suis très heureux de pouvoir faire mes débuts au théâtre donc dans Plestrinberg de Friedrich Dürrenmatt, mise en scène par Bruno Nion, pour résumer. En 85, j'avais confié que Ange allait redevenir un groupe avec lequel il faudrait désormais compter. Bah oui, évidemment. Et pourquoi les médias boutent-ils toujours Ange, comptes-tu faire un clip bientôt, etc., etc. Bien, pour le problème des médias, c'est tout simple. Ange, même à sa grande époque, n'a jamais plu aux médias. Ils sont venus nous voir une fois en 77, le 12 mai 77. Alors, il y avait 9000 personnes au Palais des Sports de Lyon. Et il y avait un charter avec toute la pègre du business parisien. Et personne n'a parlé du spectacle, ni à l'aller, ni au retour. Et pourtant, ils ont vu le succès du groupe. Et ça ne plaît pas. Pourquoi ? Parce que la poignée de gens qui dirigent ce métier parisien, cette poignée, il n'y a qu'à voir d'ailleurs ce qui se passe en général à la télévision quand il y a des Oscars, des Césars, des choses comme ça. Bon, on s'aperçoit du côté, je veux dire, vieillot de ce métier qui, un peu comme je considère un peu ces gens-là comme des pecnos embourgeoisés, subjugués par le rêve américain. Voilà en ce qui me concerne. Et avant de se moquer de la France profonde, il ferait bien de se regarder de temps à autre et de réfléchir. Parce qu'il y a d'autres choses qui se passent. Alors, ça sert à rien. J'en reviens justement à ce problème. Ça ne sert à rien de beugler qu'il n'y a pas de grands créateurs en France, alors qu'en fait on les ignore complètement et on ne passe que ceux qui en fait rapportent de l'argent à cette poignée de personnes. Ça ne me dérange pas, ça ne me dérangera pas si ces personnes-là nous acceptent. Au contraire, on aura au moins gagné quelque chose, on aura au moins prouvé qu'ils ont évolué. Mais en ce qui me concerne, pour résumer, les médias parisiens, je veux dire, parce que c'est pas le cas des médias en province, faut bien le préciser. Les médias parisiens, en général, ne nous aiment pas parce qu'ils n'apprécient pas notre musique. C'est le public qui nous a fait. Et personne d'autre. Il y a quelques médias comme RTL ou le magazine Best qui nous ont aidés, mais à part ça, c'est surtout le public qui nous a créé de toutes pièces, qui nous a mis sur un piédestal. Voilà. Bon, alors je vous répète quand même qu'il faudra trier, parce que j'ai dit ça un peu, j'ai pas préparé du tout, j'ai pris le questionnaire comme ça et c'est très spontané. Est-ce que j'ai pensé à faire du cinéma ? Eh bien, oui, mais j'aime pas la caméra. Je préférerais faire du cinéma, mais en tant que scénariste ou alors assistant metteur en scène, enfin, vraiment participer, mais de l'autre côté. Parce que je préfère le théâtre. En tant que comédien, je préfère le théâtre. Mes grandes valeurs dans la vie, c'est la passion. Il y a une grande valeur dans la vie, c'est la passion. Et oui, c'est tout, je crois pas. On peut. Il y a une grande valeur dans la vie, c'est la passion. Si on n'est pas passionné de vie, ça sert à rien. Un livre et un disque emporté sur une île déserte. Alors, en ce qui concerne les livres, moi j'écris, mais je ne lis pas. Je lis très, très peu. Alors, qu'est-ce que j'emmènerais quand même ? Si j'emmenais un livre sur une île déserte, c'est Le Seigneur des Anneaux, les 3 volumes de Tolkien. Et puis un disque, j'en emmènerais 2, si tu le permets. J'en ai parlé tout à l'heure. Nights in White Satin, l'album des Moody Blues, et Sgt. Pepper's
les Beatles, voilà ce que j'emmènerai. En Brel aussi, tiens. Alors, une chanson que j'aurais voulu écrire. Ah oui, une chanson que j'aurais voulu écrire, je peux le dire, ne me quitte pas. Yesterday, Why the Shade of Pale. Voilà ce que j'aurais aimé écrire. Des chansons comme ça. Et puis ma préférence, par exemple, tiens, que chante Julien Clerc. Voilà, il y en a pas mal d'ailleurs que j'aurais aimé écrire. Question rituelle, veux-tu nous faire quelque chose d'original et d'inédit? Un truc original et inédit, qu'est-ce que je pourrais vous faire? Écoutez, je vais vous faire un café, hein? Voilà. Le mot de la fin, c'est désolé d'avoir été aussi pêle-mêle. Et puis, je vous fais à tous de grosses bises et j'espère que vous allez savoir tirer le bon jus de ce brouillon, un véritable brouillon machiavélique pour une secrétaire. À la seule condition, c'est qu'elle puisse reprendre en sténo. Et c'est pas évident. Voilà, bisous, bye, amitié.